À l'été 2014, 4 filles disparurent d'un sentier de randonnée à quelques minutes à peine de leur chalet au camp Les Épicéas. Un instant, elles riaient près du grand sapin de Saint-Dié. L'instant d'après, elles s'étaient volatilisées. Pendant 2 ans, leurs familles cherchèrent, prièrent et implorèrent des réponses. La gendarmerie ne trouva rien. Pas une empreinte de chaussure, pas un lambeau de vêtements. Puis, en 2016, le silence fut brisé. Une voix de femme résonna sur la ligne d'urgence, tremblante mais pressante. Elle affirma que son mari, Jacques Fournier, possédait un bunker secret enfoui dans la forêt des Vosges et qu'il était impliqué dans la disparition des filles du camp. Quelques secondes plus tard, l'appel fut coupé. C'était la première piste concrète en 2 ans, et elle allait conduire les enquêteurs vers un lieu auquel personne n'était préparé. L'enregistrement commence par un simple souffle. Pas un souffle calme et mesuré, mais celui qui s'accroche dans la gorge. Court, rapide, presque haletant. C'est le son de quelqu'un qui arpente une pièce, hésitant à parler. Puis une voix s'élève, basse et tremblante. Une voix de femme. Mon mari. Il fait des choses terribles. Il est impliqué dans la disparition des filles du camp. Je pense qu'il les a tuées. Il y a une pause. 3 secondes de silence radio où l'on entend un faible froissement, le grincement d'un plancher, comme si elle venait de se tourner pour regarder par-dessus son épaule. Il a un bunker près de l'endroit où elles ont disparu. Je ne peux plus supporter ça. Il m'a menacé. Ma famille. La ligne se coupe en plein souffle. Au centre de dispatching de la gendarmerie de Saint-Dié, l'opératrice Anne Morel cligne des yeux face au silence soudain, puis répète « Madame, m'entendez-vous ? Allô ? Allô ? » Pas de réponse. L'affichage de l'appel indique « Indisponible ». Quand le technicien Julien Lambert se penche par-dessus son épaule, il secoue la tête avant même qu'elle ne pose la question. Téléphone prépayé. Impossible à localiser. Aucun nom, aucune adresse. Anne marque l'audio et l'envoie directement à l'équipe toujours assignée au dossier classé. L'objet du message est le même utilisé encore et encore depuis 2 ans. Affaire 14-0723. Les Épicéas. À 2 bureaux de là, le capitaine Pierre Martin vient de s'asseoir avec un gobelet en carton de café filtre brûlé lorsque l'alerte retentit sur son téléphone. 2 ans à courir après des ombres, 2 ans de fausses pistes, d'appels farfelus et de voisins se pointant du doigt. Et maintenant, ça. Il lit la transcription une fois, puis une seconde, plus lentement. Un bunker, pas une vague allégation, pas une rumeur de conte de fantômes, une structure, un lieu, et venant de quelqu'un d'assez proche du suspect pour savoir où le trouver. Dans le tiroir du bas de son bureau se trouve le dossier de l'affaire, épais, abîmé, les bords gondolés à force d'être manipulés. Il le sort et feuillette jusqu'aux cartes, chacune superposée de traits d'encre colorés des anciennes grilles de recherche. Ils ont ratissé le périmètre autour du camp Les Épicéas au moins une demi-douzaine de fois. Mais si ce bunker était enfoui sous terre, camouflé, ils auraient pu marcher dessus sans jamais le savoir. Pierre appelle son commandant, obtient l'autorisation pour une mobilisation immédiate. Le commandant pose la même question que Pierre a déjà en tête. Et si c'était un canular ? C'est possible, dit Pierre. Mais si ce n'est pas le cas, c'est la première vraie chance qu'on ait eue en 2 ans. En fin d'après-midi, une Peugeot 3008 banalisée roule vers le nord en direction du camp, le dossier ouvert sur les genoux de Pierre. À côté de lui, sur la banquette arrière, se trouve Élise Dubois, la sœur de l'une des filles disparues. Elle n'était pas censée être là. Les civils ne sont pas emmenés sur les sites de recherche actifs, surtout pas les familles. Mais Élise n'a jamais cessé de se présenter. Elle a 20 ans maintenant, tout en anglais ombre, le genre de jeune adulte façonné par le chagrin plutôt que par la croissance. Elle avait 14 ans l'été où sa sœur Sophie partit pour le camp. Elles avaient supplié leurs parents d'y aller ensemble, mais une gastro-entérite cloua Élise à la maison. Elle se souvient d'être restée allongée sur le canapé, fiévreuse, lorsque Sophie l'appela cette première nuit pour lui parler des chalets, des chansons, du grand sapin de Saint-Dié qu'elles avaient vu sur le sentier.
3 jours plus tard, Sophie avait disparu. La Peugeot grimpe vers les hauteurs des Vosges, passant devant des clôtures de ferme et des panneaux publicitaires décolorés par le soleil. La chaleur scintille au-dessus de l'asphalte. Les fenêtres sont ouvertes, laissant entrer l'odeur de pain sec et la légère douceur de la fumée de feu de bois provenant d'une propriété lointaine. Pierre étudie la carte, suivant du doigt l'itinéraire menant au grand sapin de Saint-Dié, un repère juste à côté du sentier où les filles ont été vues pour la dernière fois. Selon l'appel, le bunker est proche de l'endroit où elles ont disparu. Ça pourrait être à un quart de mile, ou à 50 pieds. À l'avant, l'adjudante Claire Beaumont conduit. Elle est restée silencieuse depuis le début, ses yeux scrutant chaque embranchement et chaque chemin latéral. Elle faisait partie de l'équipe de recherche initiale. Elle se souvient à quel point le terrain était impitoyable. Ravins abrupts, sous-bois denses, sentiers trompeurs menant nulle part. « Tu penses qu'elle dit la vérité ?» demande enfin Claire. Pierre ne répond pas tout de suite. Il regarde par la fenêtre le flou des troncs, le rythme des ombres traversant la route. Si elle ment, elle y met beaucoup de détails, dit-il. Cette histoire de bunker, on n'invente pas ça sans savoir quelque chose. Ils atteignent le croisement menant à l'ancien camp. Le panneau est toujours là, cloué à 2 poteaux penchés, la peinture écaillée. Bienvenue au camp les épicéas. Les lettres en jaune joyeux sont presque effacées, devenues blanches. Le camp est fermé depuis l'été de la disparition. Les chalets s'affaissent sous le poids de 2 ans d'abandon. Toits affaissés, fenêtres opacifiées par la poussière. La nature l'engloutit. Les chemins de gravier sont fissurés, envahis par les mauvaises herbes. Des lianes grimpent sur les rampes des porches. Claire ralentit à peine en passant devant les chalets, suivant une étroite piste de terre plus profondément dans la propriété. C'est aussi loin qu'on peut aller en voiture, dit-elle. Le sentier commence ici. Pierre referme le dossier. On continue à pied. La forêt des Vosges les accueille avec un silence différent. Pas de bourdonnement d'autoroute, pas d'aboiement de chiens au loin, juste le sifflement léger du vent dans la canopée, et le goutte-à-goutte occasionnel de l'humidité des feuilles. Les aiguilles de pin crissent sous leurs bottes, chaque pas résonnant trop fort. Élise Dubois marche à l'arrière, sa main effleurant la bretelle du sac à dos qu'elle a insisté pour porter. Elle est déjà venue ici. Une fois avec les bénévoles de recherche, une fois seule. Elle se souvient de la chaleur, de l'odeur de sueur et de spray anti-moustique, de la déception cuisante lorsqu'ils étaient revenus les mains vides. Chaque bruissement dans les broussailles la fait tourner la tête, s'attendant à voir quelque chose. Elle rejoue sans cesse la voix de l'appel dans son esprit, imaginant la femme tenant le téléphone, peut-être enfermée dans une salle de bain, chuchotant avant que son courage ne s'épuise. Le sentier se rétrécit après un demi-kilomètre, serpentant entre des troncs épais et des rochers couverts de mousse verte. La lumière du soleil filtre en minces rayons, striant le sol. Élise remarque une parcelle de terre qui semble anormale, trop plate, trop lisse. En s'accroupissant, elle voit des éclats de verre brisés incrustés dans le sol, du genre qu'on trouve dans des bocaux ou des bouteilles fracassées. Vieux, peut-être? Mais pourquoi ici, au milieu de nulle part? Pierre Martin le remarque aussi, marque l'endroit sur le GPS, et il continue. Quelques minutes plus tard, Claire Beaumont s'arrête brusquement, levant la main. Devant eux, à moitié dissimulé sous un tapis de feuilles et de branches, se trouve quelque chose de métallique, plat, incongru dans ce décor. Il s'approche. La forme devient claire, une trappe en acier affleurant le sol de la forêt. Elle mesure environ 1,20 m de côté, le métal est terne et rayé, mais les bords assez nets pour indiquer un usage récent. Le souffle d'Élise se bloque. Pierre s'agenouille, écartant les débris. Aucun verrou visible, juste un loquet lourd et une poignée encastrée. Il jette un regard à Claire. Ça ne figure sur aucune carte de la propriété. L'air ici semble différent, lourd, chargé d'une légère odeur chimique. Élise ne sait pas si c'est son imagination, mais elle croit entendre quelque chose en dessous. Un bourdonnement faible. Mécanique. Claire recule lentement, sa main planant près de son arme. « Capitaine,
quelles sont les chances que ce soit juste un abri anti-tempête? Pierre ne répond pas. Il fixe toujours le loquet, le métal frais sous sa paume. La femme au téléphone avait dit que son mari avait un bunker près de l'endroit où les filles ont disparu. Ils sont dessus. Pierre ne touche pas le loquet tout de suite. Il reste accroupi, la paume posée sur le métal froid, écoutant. Ce bourdonnement qu'Élise pensait avoir entendu. Il est réel, bas et constant, comme la vibration étouffée d'un générateur quelque part en dessous. Claire contourne la trappe lentement, ses yeux scrutant le sol de la forêt. Pas d'empreinte, dit-elle. Du moins, pas récente, mais la façon dont ces feuilles sont disposées. Quelqu'un a couvert ces traces. Pierre se redresse, sort sa radio de son gilet. Centre, ici Vosges 32. Nous avons localisé une structure dissimulée correspondant à la description de la plante anonyme. Accès souterrain possible. Demande de renfort et d'équipe médico-légale à notre position GPS. Un grésillement, puis une voix. Bien reçu, Vosges 32. Unité en route. Il regarde Élise. Tu restes en arrière jusqu'à ce qu'on sache à quoi on a affaire. Elle hoche la tête, mais ses doigts serrent la bretelle de son sac plus fort. Chaque muscle de son corps hurle de s'approcher, de voir à l'intérieur, de savoir si Sophie est là. 15 minutes plus tard, la forêt des Vosges s'anime de mouvement. D'autres gendarmes arrivent. Des rubans de scène de crime jaune se déroulent entre les arbres. Une lampe à faisceau portative est apportée, son éclat dur transformant la surface d'acier de la trappe en blanc éclatant. L'inspecteur Laurent Dubois, de l'unité des crimes majeurs de la région, rejoint Pierre près de la trappe. C'est un homme corpulent, bâti comme un rugbyman, mais ses mouvements sont précis, méthodiques. Il s'agenouille, passant ses doigts gantés le long de la poignée encastrée. Aucun verrou visible, dit Laurent. Cela signifie que celui qui l'utilise pense pouvoir éloigner les gens autrement. Secret, intimidation, ou simplement l'idée que personne ne le trouvera. 2 gendarmes apportent une barre de levier et un pied de biche. Laurent enfonce l'outil le plus épais dans la fente et s'appuie de tout son poids. La trappe gémit, mais ne s'ouvre pas. C'est solide, murmure Claire. Renforcé par en dessous, dit Laurent, il faudra casser le loquet. Le claquement métallique lorsque le loquet cède résonne étrangement dans la forêt. Un son aigu, contre nature, dans le silence du vent et des aiguilles de pin. Laurent soulève la trappe. Un air froid et rance s'échappe immédiatement, portant une légère odeur qui retourne l'estomac d'Élise. Béton humide, métal, et quelque chose de vaguement doux mais pourri en dessous. Le faisceau de la lampe coupe à travers un puits étroit garni de panneaux de bois. Une échelle métallique plonge dans l'ombre. Le bourdonnement du générateur s'amplifie, vibrant à travers les barreaux. Alimenté au gaz, à en juger par le son, dit Laurent, ce qui signifie que quelqu'un est venu ici récemment pour le ravitailler. Pierre se penche au-dessus de l'ouverture. 2 devant, armes prêtes. Claire, tu es la 3e. Je suivrai. Un gendarme avec une carabine en bandoulière grimpe sur l'échelle en premier. Ses bottes claquent sur les barreaux métalliques en descendant. Sa voix remonte un instant plus tard. Rez-de-chaussée dégagé pour l'instant. Sol en béton. Une porte à l'est. Allez-y, ordonne Pierre. Les autres suivent, leur mouvement prudent, délibéré. Lorsque les bottes de Pierre touchent le béton, l'air change encore, plus lourd, pesant sur les poumons. L'espace est juste assez haut pour se tenir debout. Les murs sont tapissés de câbles apparents et d'étagères contenant des conserves, des bidons d'eau et des piles de boîtes en carton. Le gendarme en tête leur fait signe vers la seule porte. Elle est en acier, peinte en beige, avec un verrou lourd. Laurent jette un regard à Pierre. Si cela correspond à ce qu'a dit la plante, il pourrait y avoir des victimes ou des restes de l'autre côté. Caméra en marche. 2 caméras corporelles clignotent en rouge lorsqu'elles sont activées. Le verrou est raide, mais il tourne avec un claquement métallique sonore. Laurent pousse la porte vers l'intérieur. La pièce au-delà est éclairée par une seule ampoule nue. Sa lumière jaune est faible.
Contre un mur, 4 lits de camp sont alignés. Leurs matelas fins sont recouverts de draps dépareillés. Un avec des motifs d'animaux de dessin animé, un bleu uni, un fleuri, un rayé. Chaque lit a un oreiller. Chaque oreiller porte une empreinte, comme si quelqu'un s'y était allongé récemment. Élise, toujours au pied de l'échelle, se tord le cou pour voir, plaquant une main sur sa bouche. Au pied de chaque lit de camp, une paire de chaussures, des baskets, des sandales, des chaussons en toile, alignés soigneusement, les pointes tournées vers l'extérieur. Elles sont éraflées et sales, mais leur disposition est trop délibérée pour être aléatoire. Sur une chaise en bois dans le coin, une pile de vêtements pliés, des t-shirts du camp les épicéas, leurs lettres vertes nettes et intactes, impossible s'ils avaient été exposés dehors pendant 2 ans. La voix de Claire Beaumont est étouffée. Ça appartient aux filles. Pierre Martin s'agenouille près des vêtements, ses mains gantées hésitant avant de les toucher. Le tissu est frais, les plis nets. Celui qui les a gardés ainsi voulait qu'ils soient propres, prêts. Sur le mur du fond, un calendrier La Poste pend à un clou. Chaque jour est marqué d'un X au marqueur noir. La dernière date barrée date d'il y a 3 jours. 3 jours, murmure Laurent Dubois. Si elles étaient ici, c'était il y a peu. Élise n'en peut plus. Elle entre dans la pièce malgré l'avertissement de Pierre. Ses yeux passent d'un lit à l'autre, d'un t-shirt à l'autre, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui aurait appartenu à Sophie. Puis elle les voit, les baskets en toile bleue avec des lacets blancs effilochés. Sa gorge se noue. Sophie avait supplié leur mère pour ses chaussures avant le camp. Elle les portait sur toutes les photos cet été-là. Élise s'agenouille, ses mains planant au-dessus des baskets, incapable de les toucher. Les voir ici, pas dans une décharge, pas dans un sac de preuves, mais alignés comme si leur propriétaire pouvait revenir d'une seconde à l'autre, lui fait l'effet d'un coup au torse. Le faisceau de la lampe torche de Claire accroche quelque chose près des lits, un bout de papier ligné sous l'un d'eux. Elle s'accroupit, le récupère avec précaution. C'est une note écrite d'une écriture bouclée, incertaine. On ne peut pas voir le ciel. Dis à ma mère que je suis désolé. Pas de nom, mais Élise reconnaît l'écriture de Sophie. Ses genoux flanchent. Elle s'assoit lourdement sur le béton, serrant la note comme une bouée de sauvetage. L'équipe avance plus loin dans la pièce, vérifiant une petite alcôve derrière un rideau. Il y a des toilettes chimiques, une caisse de bouteilles d'eau, et des étagères remplies de boîtes de haricots blancs, de fruits au sirop et de soupe en conserve. Un vieux lecteur DVD cabossé trône sur une table basse, à côté d'une pile de disques dans des pochettes plastiques. Laurent en prend un. L'étiquette est écrite de la même écriture que la note. Soirée film numéro 12. Ça pourrait être anodin, dit Laurent, mais sa voix manque de conviction. Pierre fait signe à l'équipe médico-légale de descendre. Pour Élise, le bunker semble se refermer sur elle. Chaque centimètre hurle la captivité. L'odeur suffocante, le plafond bas, les rangées de lits comme un dortoir infernal. Elle se tient près de l'échelle, une main agrippant le barreau. Si Sophie était ici, si elle a dormi sur ce lit, si elle a écrit cette note, où est-elle maintenant? Au-dessus, la forêt des Vosges n'est qu'un murmure à travers la trappe ouverte. En bas, on dirait un autre monde, un monde où les filles disparues auraient pu être vivantes bien plus longtemps que quiconque osait l'espérer. Alors qu'il se prépare à inspecter une seconde porte, plus petite, à l'arrière du bunker, Laurent se retourne vers Pierre. Si la plante a dit la vérité au sujet de son mari, ce n'est que la surface. Les vraies réponses pourraient être derrière cette porte. Pierre hoche la tête, fait signe à l'équipe de se mettre en position. Élise entend son propre cœur battre dans ses oreilles alors que le premier gendarme tend la main vers la poignée. Les gendarmes s'alignent près de la porte arrière. Elle est plus petite que la première, pas en acier, mais en bois massif renforcé d'une bande métallique côté loquet. Laurent teste la poignée. Verrouillé. Il regarde Pierre, qui hoche la tête. Vas-y. Le premier coup de bélier fit sur le bois près des gonds. Le second fait basculer la porte vers l'intérieur. Une vague d'air s'échappe, humide, aigre,
avec une légère odeur cuivrée qui fait reculer Élise instinctivement. La pièce au-delà est plus étroite que la chambre principale, peut-être 2 mètres de large sur 3 de long. Le plafond est plus bas, les murs tapissés de contreplaqué déformés et tachés. Contre le mur de droite, 3 grandes caisses en plastique sont alignées côte à côte, leur couvercle scellé par du ruban adhésif épais. Le ruban est effiloché par endroits, la colle séchée et recroquevillée, mais les caisses elles-mêmes semblent utilisées. Récemment. Laurent fait signe à un gendarme portant des gants et une caméra. Photographier avant de toucher quoi que ce soit. Le flash de l'appareil éclate, blanchissant momentanément les détails avant de les replonger dans la lueur jaune de l'ampoule unique. Pierre s'approche du mur de gauche, où une étagère métallique ploie sous le poids des objets. Il lui faut un moment pour comprendre ce qu'il regarde. Sur l'étagère du haut, 4 sacs à dos, de couleurs et de marques différentes, mais tous ornés du logo brodé du camp Les Épicéas. Le tissu est raide de poussière, mais l'un d'eux porte encore un bracelet d'amitié décoloré attaché à la tirette de la fermeture éclair. En dessous, une rangée de gourdes en acier inoxydable, toutes avec des autocollants du camp qui s'écaillent. Et plus bas, un amas de tissu que Pierre dégage, révélant des sacs de couchage. Chacun a un motif différent, étoile violette, carreau bleu, canard jaune, tourbillon rouge. Ils sentent légèrement le moisi, mais lorsqu'il en déroule un à moitié, une petite photo glisse. Un cliché spontané de 4 filles devant le réfectoire du camp, les bras passés sur les épaules les unes des autres, le grand sapin de Saint-Dié dominant l'arrière-plan. La main d'Élise vole à sa bouche. Elle connaît cette photo. Ses parents en avaient un exemplaire encadré sur la cheminée, jusqu'au jour où ils ne supportèrent plus de la regarder. Laurent s'approche des caisses. Le ruban adhésif se détache avec un bruit collant et déchirant. Dans la première, des vêtements. Des piles entières. Certains encore pliés, d'autres entassés comme s'ils avaient été fourrés à la hâte. Il y a des t-shirts, des shorts, des pyjamas, tous de taille enfant. La deuxième caisse contient des couvertures, fines et usées, et un tas de peluches. Quelques-unes ont perdu leurs yeux en boutons. L'une est un renard en peluche délavé, la queue à moitié détachée. La troisième caisse est celle qui fait hésiter Laurent. Il soulève le couvercle juste assez pour voir à l'intérieur, puis le referme, la mâchoire crispée. L'équipe médico-légale s'en occupera. Personne ne demande ce que c'est. Pas encore. Mais le changement dans sa voix dit, assez. Près du coin arrière, un petit bureau est poussé contre le mur. Il supporte un carnet à spirale ouvert sur une page couverte d'une écriture carrée et soignée. Les entrées sont datées. La plus récente remonte à un peu plus d'une semaine. Jour 702. Livraison de nourriture en retard. Les filles sont contrariées. Je leur ai dit qu'elles sortiraient bientôt. Faut réparer la ventilation avant la chaleur estivale. Pierre Martin feuillette les pages en arrière. Les premières entrées datent d'il y a 2 ans, quelques jours après la date officielle de la disparition. Elles sont rédigées d'un ton factuel, comme un journal de travail. Jour 2, les 4 sont en place, aucun problème, lumières éteintes jusqu'à la nuit. Jour 9, l'une pleure la nuit, les autres restent silencieuses. Jour 30, ajoutez plus de bidons d'eau. Faudra bientôt refaire un tour en ville. La netteté de l'écriture, le langage calme, cela fait frissonner Élise. Celui qui a tenu ce journal n'était pas paniqué. Il planifiait, entretenait. Dans le coin opposé au bureau, il y a autre chose. Une armoire métallique verrouillée, à hauteur de taille. La peinture était raflée. Le cadenas terni par le temps. Apportez-moi une pince coupante, dit Laurent Dubois. Quand le cadenas cède et que les portes s'ouvrent, l'odeur frappe immédiatement. Rance et chimique, comme un vieux produit de nettoyage mélangé à quelque chose d'âcre. À l'intérieur, des rangées de bidons en plastique, chacun étiqueté au marqueur noir. Eau de javel, chaud, peroxyde. Sur l'étagère du bas, un rouleau de bâche plastique épaisse, des gants de travail robustes et un paquet de serre-câbles. Personne ne parle pendant un instant. Élise détourne les yeux,
fixant durement le sol en béton, comme si regarder ailleurs pouvait effacer ce qu'elle vient de voir. « Où est le générateur ?» demande enfin Pierre Martin. « Il est derrière une seconde porte. Celle-ci mène à une petite alcôve étroite. Le générateur est une bête trapue et bruyante, dégageant une légère odeur d'essence. Il y a aussi une chaise pliante face à un petit moniteur fixé au mur. L'écran est divisé en 4 flux vidéo granuleux. L'un montre l'échelle menant à la trappe. Un autre montre le sentier vers le chemin principal. Le troisième montre un accotement routier, de l'asphalte fissuré et une ligne jaune délavée. Le quatrième est brouillé. Laurent se penche plus près. Si ce truc fonctionne, quelqu'un surveillait les visiteurs. La voix d'Élise est faible. Ça veut dire qu'elles étaient ici? Toutes? Laurent hésite. Ça veut dire qu'elles étaient ici à un moment donné. Les mots tombent comme une pierre dans son estomac. Elle regarde vers les lits dans la chambre principale, la note toujours serrée dans sa main. Si Sophie l'a écrite, cela signifie qu'elle était en vie assez longtemps pour savoir qu'elle ne reverrait peut-être jamais le ciel. L'équipe médico-légale commence à sceller des sacs de preuves, à étiqueter des boîtes, à photographier chaque angle. Pierre s'écarte pour transmettre un rapport préliminaire à son capitaine par radio. L'information de la plante était exacte. Structure souterraine dissimulée, équipée pour la détention prolongée de plusieurs personnes. Les effets personnels confirment le lien avec l'affaire du camp Les Épicéas. Quand il raccroche, Laurent le rejoint. Si la femme dit la vérité, notre homme doit être du coin. Il connaît le terrain, c'est éviter les recherches, quelqu'un qui se fond dans le décor. Pierre jette un coup d'œil à Élise, puis à Laurent. S'il est marié, elle pourrait encore être en danger. Et s'il garde des gens en vie ailleurs? Il faut agir vite, termine Laurent. À la surface, le soleil glisse plus bas, projetant des rayons de lumière à travers les arbres. Quand Élise remonte par la trappe, la forêt des Vosges semble différente. Trop immobile. Son esprit revient sans cesse à une question. Si la femme en savait assez pour appeler, qu'est-ce qui l'a poussé à briser le silence après 2 ans? Elle y pense encore quand un gendarme émerge des arbres, levant une main. Inspecteur, nous avons des traces de pneus, récentes, juste à côté de la route de service. Laurent et Pierre échangent un regard. C'est la première piste concrète qui pourrait les mener à l'homme derrière tout ça. Et peut-être, s'il reste une chance, aux filles. Les traces de pneus s'éloignent de la route des crêtes, s'enfonçant dans les broussailles avant de disparaître dans l'ombre des arbres. Elles sont profondes, les motifs nets, la terre encore friable sur les bords. Laurent s'accroupit, passant un doigt ganté le long de la rainure. Elles sont récentes, quelques heures, peut-être moins, ce qui signifie qu'il pourrait être tout près, dit Pierre. Un gendarme s'approche avec un appareil photo réflexe, capturant le motif des pneus sous plusieurs angles. Un autre s'accroupit à côté avec un mètre ruban. Largeur importante, rapporte le gendarme. Camionnette ou SUV de taille standard. Claire Beaumont jette un coup d'œil vers la trappe. S'il sait qu'on a trouvé cet endroit. Pierre n'a pas besoin qu'elle termine. Le suspect pourrait déjà être en mouvement, soit pour fuir, soit pour s'assurer qu'on ne trouve rien d'autre. La décision est rapide. 2 unités restent pour sécuriser le bunker. Les autres se déploient le long de la route des crêtes dans les 2 directions. Élise les regarde partir, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Elle ne veut pas quitter le site, mais Pierre insiste pour qu'elle monte dans la Peugeot 3008 banalisée avec lui et Laurent. S'il est encore là dehors, tu ne restes pas à découvert, lui dit-il. Il roule lentement sur l'asphalte fissuré, suivant les marques occasionnelles sur l'accotement graveleux où les pneus ont mordu le bord. La forêt des Vosges est dense de chaque côté, les branches s'inclinent en bas sur la route. De temps à autre, le soleil éclate à travers la canopée, projetant de longues ombres déchiquetées sur leur chemin. Après 15 minutes, les traces bifurquent à nouveau. Cette fois, sur un sentier étroit et crevassé, à peine assez large pour un seul véhicule. Claire, dans la voiture derrière eux, appelle par radio. S'il a une planque là-dedans, elle est hors réseau.
Pas de lignes électriques, pas de voisins. Pierre prend le virage. La Peugeot cahote et tangue sur les racines et les roches. Les aiguilles de pin murmurent contre les portières. Quelque part au loin, un pic vert martèle un tronc. Un rythme creux et sec, trop bruyant dans le silence. Le sentier débouche sur une clairière. À première vue, elle semble vide, juste une parcelle de terre aplatie entourée d'arbres. Puis Laurent la repère. Une cabane basse, grisâtre, patinée par le temps, avec un toit métallique luisant faiblement au soleil. À côté, une Citroën Berlingot utilitaire cabossée est à moitié dans l'ombre, de la boue éclaboussée sur ses flancs. Pierre coupe le moteur. Ça correspond aux traces. Le gendarme avec l'appareil photo s'accroupit près du pneu arrière, vérifie les images sur son écran et hoche la tête. C'est lui. Ils avancent, armes dégainées. La porte de la cabane est légèrement entr'ouverte, grinçant sous l'effet du vent. À l'intérieur, la lumière est faible, filtrant à travers les fissures des murs. Un établi court le long d'un côté, encombré d'outils, marteaux, pinces, une bobine de corde épaisse. Les étagères supportent des caisses en plastique, des bidons d'essence et des rouleaux de ruban adhésif. Dans le coin, un poêle à bois trône, froid et rouillé. Au-dessus, cloué au mur avec un clou tordu, une photo instantanée Polaroid. Elle montre un homme d'une quarantaine d'années, grand, aux épaules larges, debout à côté d'une femme beaucoup plus jeune, les cheveux attachés en arrière. Tous deux sourient pour l'appareil, mais le sourire de la femme n'atteint pas ses yeux. Claire Beaumont s'approche pour mieux voir. C'est la femme. Pierre Martin fixe la photo, puis sort son téléphone et ouvre le fichier de l'appel anonyme. La voix était déformée à la lecture, mais le rythme de la parole, les hésitations, correspondent à la tension dans les yeux de la femme. C'est elle, dit-il doucement. Sur une étagère sous la photo, un petit carnet à spirale, différent du journal méticuleux du bunker, contient un fouillis de notes manuscrites, des listes de provisions, des dates, des rappels. Une ligne se détache. 14 août, la déplacer avant le gel. Là. Laurent Dubois répète à voix basse. Singulier. Cela signifie qu'au moins une fille était vivante quand il a écrit cela. La date remonte à 3 mois. Ils l'entendent alors. Un grondement sourd et lointain d'un moteur. Claire est à la porte en un instant, scrutant la lisière des arbres. Une forme sombre vacille entre les troncs, se déplaçant rapidement. Camionnette, crie-t-elle. Elle vient par ici. L'équipe s'éparpille, se mettant à couvert derrière la cabane et les véhicules. Le bruit s'amplifie, la forme se précisant en une camionnette de taille standard. Pas celle de la clairière, mais d'une marque et d'une couleur différente. Celle-ci est vert foncé, avec un pare-choc avant cabossé. Elle ralentit en entrant dans la clairière. L'espace d'un battement de cœur, le visage du conducteur est visible à travers le pare-brise. Un homme à la mâchoire carrée, cheveux courts, yeux balayant la scène. Puis il les voit. La camionnette bondit en avant, les pneus crachant de la terre. Arrêtez le véhicule, hurle Laurent, sa voix brisant le silence. Au lieu de cela, la camionnette vire vers le sentier étroit, dérapant en s'éloignant. Claire est déjà au volant de la Peugeot 3008 banalisée, Pierre glissant à côté d'elle. Élise est poussée à l'arrière par un gendarme avant qu'elle ne puisse protester. La poursuite est rapide et brutale. Le sentier est à peine assez large, les branches griffant les rétroviseurs, les pneus mordant la terre meuble. La camionnette devant zigzague violemment pour éviter une souche, puis traverse un fossé peu profond, projetant des arcs de boue. Par radio, un gendarme dans le second véhicule annonce, la plaque est partiellement masquée. On dirait du ruban adhésif. Un quart de kilomètre plus loin, le sentier bifurque. La camionnette prend à gauche. Claire suit sans hésiter, la Peugeot tressautant sur des racines exposées. Il débouche dans une autre clairière, plus petite, entourée d'un fourré de ronces. La camionnette dérape et s'arrête. La portière du conducteur s'ouvre à la volée, et l'homme saute dehors, disparaissant dans les arbres. À pied. Crie Pierre,
bondissant de la Peugeot. Laurent et 2 gendarmes le suivent. Élise reste à l'arrière, le cœur battant, observant l'espace où il a disparu. La forêt engloutit rapidement les bruits de la poursuite. Juste un craquement de branches occasionnel, les cris étouffés des gendarmes. Claire contourne la camionnette, vérifiant la benne. Elle est vide, à l'exception d'une bâche bleue et d'une glacière cabossée. À l'intérieur de la cabine, elle trouve une chemise en flanelle froissée sur le siège passager, un paquet de cigarettes gauloises dans la console, et une bouteille d'eau à moitié vide sur le sol. Les clés sont encore dans le contact. 15 minutes plus tard, Pierre et Laurent reviennent les mains vides. Il connaît le terrain, dit Pierre, essoufflé. Il pourrait avoir une douzaine de planques dans ses bois. Il s'appuie contre la camionnette, scrutant à nouveau l'intérieur. Et c'est alors qu'il le voit. Un petit élastique rose enroulé autour du levier de vitesse. Il est effiloché, distendu, et noué dans l'élastique, un cheveu blond. Élise le voit aussi. Son souffle se coupe. Celui de Sophie, murmure-t-elle. Ils mettent l'élastique dans un sac de preuves, photographient la camionnette et appellent une dépanneuse pour la saisir pour une analyse complète. Alors que le soleil descend, l'air se rafraîchit. Les ombres s'allongent sur la clairière. Quelque part là-dehors, l'homme les observe. Et quelque part, si l'appel de la femme est vrai, au moins une fille est encore en vie. Ce soir-là, à la gendarmerie de Saint-Dié, le laboratoire médico-légal commence à analyser le cheveu. La correspondance avec Sophie prendra du temps, mais en attendant, Pierre insiste pour que l'identité de la femme soit diffusée en interne. Quand sa photo de permis de conduire apparaît sur l'écran, c'est la même femme que sur la Polaroid. Marie Fournier, 32 ans, aucun casier judiciaire, mariée à Jacques Fournier depuis 8 ans. Jacques correspond à la description physique de l'homme vu dans la camionnette. C'est un local de toujours. Il travaillait comme opérateur de machines lourdes, faisait l'entretien saisonnier pour le camp Les Épicéas pendant les étés avant sa fermeture. Élise fixe sa photo, sa mâchoire carrée, ses cheveux courts, et se demande combien de fois sa sœur a pu regarder ce visage au cours des 2 dernières années. Pierre étudie le dossier de Marie. Si elle est encore en vie, elle est la clé. Elle sait où il est. Mais si elle fuit, effrayée, elle n'ouvrira pas sa porte pour nous. Laurent hoche la tête. Il faudra la trouver avant qu'il ne la trouve. Et quelque part dans la forêt des Vosges, Jacques Fournier prépare déjà son prochain mouvement. La chambre de l'auberge du Val sans l'eau de Javel et la cigarette gauloise. Marie est assise au bord du lit, une main serrée autour de la sangle de son sac, l'autre pressée contre sa cuisse pour arrêter les tremblements. Elle est ici depuis 3 nuits. Pas de télévision, pas de lumière après la tombée de la nuit, les rideaux tirés. Chaque fois qu'une voiture s'arrête sur le parking gravillonné dehors, elle se fige, écoutant le bruit du moteur, le claquement de la portière, les voix étouffées. Dans sa tête, c'est toujours lui. Le téléphone prépayé est posé face cachée sur la table de chevet. Elle ne l'a pas touché depuis l'appel, non pas qu'elle ne veuille pas, mais parce qu'elle est terrifiée à l'idée qu'il puisse entendre sa voix à nouveau, la retracer d'une manière ou d'une autre. Il lui a fallu 3 semaines pour trouver le courage de faire cet appel. 3 semaines à ressasser les sons qu'elle avait entendus dans le bunker à la lisière de leur propriété. Des pleurs étouffés de filles. Elle s'était dit qu'elle imaginait que les filles des informations ne pouvaient pas être là. Mais ensuite, elle avait trouvé la chaussure, une petite basket éraflée sous une bâche dans la benne de sa camionnette. Jacques avait toujours été un homme de routine. Parti avant l'aube, rentré avant la nuit, outils nettoyés, bottes alignées près de la porte arrière. Mais au cours des 2 dernières années, les routines avaient changé. Des virées dans la forêt à des heures incongrues, des absences plus longues, sa camionnette chargée de provisions. Quand elle posait des questions, ses réponses étaient courtes. Un chantier au nord? Aider un ami. Ne t'inquiète pas. Et si elle insistait trop, sa voix prenait ce ton bas, dangereux, celui qui la faisait reculer. Leur dernière dispute avant son départ concernait la cave. Elle n'y avait jamais eu accès. Jamais.
Mais cette nuit-là, elle avait entendu la porte du bas claquer et le bruit d'un verrou lourd qui glissait. Quand il était remonté, son visage était calme, mais ses poings étaient crispés. « Reste en dehors de mes affaires », lui avait-il dit. « Tu ne veux pas savoir ce qu'il y a en bas. » Cette nuit-là, elle avait préparé un sac. Elle n'était pas partie tout de suite. Elle savait que s'éloigner au milieu de la nuit, il l'entendrait. Elle avait attendu le matin, quand il était parti avec la camionnette, puis avait pris son sac et conduit directement hors de la ville. Maintenant, dans la chambre sombre de l'auberge, elle se demande si cela a encore de l'importance. Il est malin, connaît la forêt des Vosges mieux que quiconque, sait disparaître. Et s'il découvre qu'elle a passé l'appel? Son estomac se noue. Elle ferme les yeux et respire lentement, comptant ses respirations comme elle le faisait quand il était dans l'un de ses humeurs. À la gendarmerie de Saint-Dié, Pierre se tient devant une table jonchée de photos. Le bunker, les lits, les chaussures, l'élastique de la camionnette verte. Laurent est au téléphone avec la police nationale, essayant d'accélérer un avis de recherche sur les véhicules de Jacques Fournier. Nous avons diffusé la photo de Marie à tous les hôtels et refuges dans un rayon de 100 km. Pierre dit, si elle se cache, elle le fait seule. Pas de famille dans la région. Claire ajoute, si elle a eu assez peur pour appeler, elle a assez peur pour fuir. Il nous la faut vivante, capitaine. Il trouve la piste au dernier endroit où il s'y attendait. Un réceptionniste de l'auberge du Val, dans une ville à 30 km au nord, appelle pour dire qu'une femme correspondant à la photo de Marie a payé en liquide pour une chambre il y a 3 jours. Elle a utilisé un faux nom, mais le réceptionniste s'en souvenait car elle avait demandé la chambre la plus éloignée de la route. Elle est encore ici, murmure-t-il au téléphone. Je l'ai vue aller au distributeur ce matin. Pierre, Laurent et Claire arrivent à l'auberge juste après le crépuscule. L'enseigne bourdonne faiblement, le néon, libre, clignotant entre rouge et éteint. Le réceptionniste leur indique la dernière chambre de la rangée. En approchant, Pierre frappe doucement. « Marie, je m'appelle Pierre Martin. Nous sommes là pour vous aider. Nous devons parler de votre mari. » Silence. Puis un bruit de mouvement à l'intérieur. Un frottement rapide de pieds. Le raclement de quelque chose contre le sol. « Marie, s'il vous plaît, » dit Claire, sa voix basse et ferme. « Vous n'êtes pas en tort, mais les filles, si l'une d'elles est encore en vie, nous n'avons pas de temps. » Le verrou clique. La porte s'ouvre de 5 cm. Le visage de Marie apparaît dans l'entrebâillement, ses yeux pâles passant d'un visage à l'autre. « Vous ne pouvez pas être ici, » murmure-t-elle. S'il la prend, il est déjà en fuite, coupe Pierre. Nous avons trouvé le bunker. Nous savons pour les filles. Vous êtes la seule à pouvoir nous dire où il les garde maintenant. Son regard vacille, ses doigts crispés sur l'encadrement de la porte. Je ne peux pas, vous pouvez, dit Laurent, et vous devez. Il n'est plus là pour vous arrêter. Pendant un long moment, elle reste là, respirant vite. Puis elle ouvre la porte plus grand. La chambre est dépouillée, le lit défait, un unique sac de voyage sur le sol, le téléphone prépayé sur la table de chevet. Elle s'assoit au bord du lit, croisant les mains sur ses genoux. Je ne savais pas au début, dit-elle. Je le jure. Je pensais qu'il cachait autre chose. De la drogue, peut-être. Mais ensuite, je les ai entendus. Elle regarde Pierre, les yeux humides mais déterminés. Je les ai entendus pleurer. J'en ai entendu une demander sa mère. Pierre garde une voix égale. Où? Un autre endroit, dit Marie. Pas le bunker que vous avez trouvé. C'était le premier. Il les a déplacés après la dernière fouille dans la forêt. Sa voix baisse. C'est une vieille cabane de chasse, celle de son père, près d'un chemin forestier à côté du ruisseau de la Meurthe. On ne peut pas la voir d'en haut à cause de la canopée. Il m'a dit qu'il pourrait les garder là pour toujours, et que personne ne les trouverait. Laurent est déjà à la radio, appelant des unités vers le ruisseau de la Meurthe. Marie agrippe le couvre-lit si fort que ses jointures blanchissent.
Si vous y allez, soyez prudent. Il a des pièges, des fils. Il dit que c'est pour éloigner les animaux, mais, c'est pour les gens, termine Claire. Marie hoche la tête. Pierre jette un regard à Laurent, puis à Marie. S'il sait que vous êtes parti, il ira là-bas en premier. Sa voix se brise. Alors vous devez y arriver avant lui. Dehors, la nuit s'épaissit. L'air sent la pluie, de lourds nuages masquent les étoiles. Alors qu'il remonte dans les Peugeot, Pierre croise le regard d'Élise à l'arrière. Elle a entendu chaque mot. « Tu penses que Sophie est là-bas » demande-t-elle. Pierre ne ment pas. Si elle est quelque part, c'est là qu'elle sera. Le convoi démarre, moteur bas, phares éteints jusqu'à ce qu'ils atteignent la route principale. Quelque part devant, cachée dans l'obscurité, une cabane pourrait offrir la dernière chance de ramener au moins une des filles du camp. Le convoi éteint ses phares à 3 km du ruisseau de la Meurthe. La route de gravier est glissante à cause de la bruine qui tombe depuis qu'ils ont quitté l'auberge. L'odeur du pain mouillé est lourde dans l'air. Pierre se penche en avant dans le siège passager de la Peugeot de tête, scrutant la carte GPS sur le tableau de bord. On est proche. Arrêtez-vous ici. Inutile de rouler jusqu'au bout. Les véhicules s'engagent doucement sur une piste forestière étroite, les pneus crissant sur le gravier humide. Ils se garent en un groupe serré, les portières s'ouvrant à l'unisson. Les gendarmes se déplacent rapidement, vérifiant leurs armes, ajustant leurs radios, enfilant des capuches imperméables. On dit à Élise de rester en arrière, encore une fois. Elle n'argumente pas cette fois, non pas qu'elle soit moins déterminée, mais parce qu'elle comprend que ce qui les attend là-bas n'est pas fait pour qu'elle le voie en premier. Ils avancent à pied. La forêt des Vosges est dense, la canopée masquant le clair de lune, transformant le monde en nuances de noir et de gris. La pluie goutte régulièrement à travers les branches, tambourinant sur les feuilles, s'infiltrant dans leur col. Claire prend la tête, sa lampe torche tenue bas pour ne pas trahir leur position. Après une centaine de mètres, elle s'arrête brusquement, levant un poing. Le faisceau de sa lampe capte quelque chose en travers du sentier, un fil fin à peine visible dans la faible lueur. Il est tendu à hauteur de genoux entre deux jeunes arbres. Elle s'accroupit, suivant le fil des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les broussailles. Piège à fusil, murmure-t-elle. On le déclenche, et il tire à travers le sentier. Il ne plaisantait pas sur le fait de tenir les gens à distance. Laurent fait signe à un gendarme portant une pince coupante. Le fil est coupé. Le fusil, à moitié enfoui dans un cadre en bois rudimentaire, est déchargé et mis de côté comme preuve. Ils avancent plus lentement maintenant, chaque pas prudent. Le second piège est plus grossier, un amas de pieux aiguisés caché sous une couche de feuilles. La pluie a assombri le bois, les rendant presque invisibles. Pierre marmonne. Ce n'est pas pour les animaux. C'est digne d'une zone de guerre. Il le démantèle soigneusement, empilant les pieux sur le côté. Encore 100 mètres, et le terrain commence à grimper. L'air semble plus lourd ici, étouffé, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Claire s'arrête à nouveau, s'accroupissant bas. J'ai une source lumineuse en visuel. 1 heure, à environ 50 mètres. À travers les arbres, une faible lueur ambrée vacille. Lumière de feu ou peut-être une vieille lanterne. Elle est assez stable pour suggérer qu'elle vient de l'intérieur. Pierre fait signe à l'équipe de se déployer, approchant sous plusieurs angles. Le bruit du ruisseau est faible maintenant, juste un léger murmure derrière eux. En se rapprochant, les contours d'une cabane émergent de l'obscurité. Elle est petite, à un étage, avec un toit métallique glissant sous la pluie. Les planches sont usées, le porche avance affaissant sous le poids des années. Une seule fenêtre à l'avant montre la lueur qu'ils ont vue. Une lampe à pétrole sur une table à l'intérieur. Aucun mouvement, aucun son. Ils s'arrêtent à la lisière des arbres, à 12 mètres du porche. La pluie est plus légère ici, la canopée la brisant en une fine brume. Pierre lève ses jumelles, scrutant la porte, les fenêtres, le sol autour de la cabane. Son regard s'arrête sur les marches du porche. De la boue, des branches éparses,
et 2 ensembles d'empreintes, l'un bien plus petit que l'autre. Elles mènent directement aux marches. Récentes, murmure Laurent. Quelques heures tout au plus. Les petites empreintes zigzaguent légèrement, comme si la personne était instable. L'équipe se divise. Laurent et 2 gendarmes contournent largement par l'arrière. Pierre, Claire et un autre gendarme s'approchent du porche avant. Les planches craquent sous leurs bottes. La porte est fermée, mais pas verrouillée. Pierre prend une inspiration, puis pousse lentement la porte. L'odeur frappe en premier. Bois humide, pétrole, et quelque chose de légèrement métallique. La pièce unique est éclairée par la lampe sur la table, sa lumière captant un éparpillement d'objets. Une assiette en étain avec de la nourriture à moitié mangée, du pain de campagne, des haricots blancs, quelque chose qui a refroidi en un éclat graisseux. Contre le mur du fond, un lit de camp étroit, la couverture en laine de mouton en boule, l'oreiller portant une empreinte récente. Et sur le lit, glissé dans le linge froissé, un petit pull rose. Il est sec, chaud, récemment porté. Les yeux de Claire rencontrent ceux de Pierre. Elle est ici, où elle l'était. Ils avancent plus loin, vérifiant les coins, le placard, le petit poêle à bois dans le coin. Aucun signe de présence. Aucun signe de lutte, pas de sang, mais aussi aucun signe de Sophie. À l'arrière de la cabane, une seconde porte s'ouvre sur un court escalier menant dans les arbres. C'est là que Laurent trouve la preuve la plus claire à ce jour. Une piste d'empreintes, une grande, une petite, s'enfonçant plus loin dans la forêt. Le crépitement de la radio vient de l'équipe arrière. Mouvement repéré à environ 200 mètres à l'ouest. On dirait un homme tirant quelqu'un avec lui. Impossible de confirmer l'identité. La réponse de Pierre est immédiate. Maintenez le visuel. N'engagez pas avant qu'on soit en position. Il se déplace vite, glissant sur la pente boueuse, les arbres défilant à toute allure. Les empreintes sont faciles à suivre maintenant, les petites parfois traînantes, comme si la personne était à moitié portée. Chaque instinct de Pierre lui dit qu'ils ne sont qu'à quelques minutes derrière. La seule question est s'ils réduisent l'écart ou s'ils sont attirés dans un autre piège. Au bas de la pente, le sol s'aplanit en une mince bande de clairière. De l'autre côté, une ombre bouge. Grande, aux épaules larges, un bras verrouillé autour d'une silhouette plus petite à ses côtés. Jacques Fournier, et la fille qu'il traîne dans la boue a de longs cheveux blonds foncés. La voix de Pierre est basse mais tranchante. C'est elle. Ils sont à moins de 30 mètres quand Jacques se retourne. L'espace d'un instant, ses yeux croisent ceux de Pierre. Puis il tire la fille violemment et s'élance dans les bois plus denses. La chasse recommence. Jacques Fournier traverse les arbres comme un homme qui a passé sa vie à se déplacer sur ce terrain. Ses bottes trouvent les zones sèches, les passages étroits, les endroits silencieux. Mais la fille, Sophie Dubois, ne peut pas le suivre. Ses baskets glissent dans la boue. Ses genoux fléchissent sur les racines. Son souffle vient en halètement court et paniqué. Chaque faux pas le ralentit, et chaque faux pas rapproche les gendarmes. Les bottes de Pierre martèlent le sol à quelques mètres derrière. Laurent se positionne pour les couper par la droite. Claire reste à gauche, plus large. La forêt s'anime du bruit de la poursuite. Cris, branches qui cassent, le râle aigu du souffle. Ils atteignent un tronc abattu, glissant sous la pluie. Jacques le saute, traînant Sophie avec lui, mais son pied se prend. Elle tombe lourdement, une main s'enfonçant dans la boue. Cette hésitation lui coûte cher. Pierre bondit par-dessus le tronc, attrapant la veste de Jacques à l'épaule. Le tissu se déchire, mais cela brise son élan assez longtemps pour que Laurent le percute de côté. Les 3 hommes s'effondrent enchevêtrés, glissant dans les feuilles. Sophie s'éloigne en rampant, haletante, ses mains agrippant la terre humide alors que Claire l'atteint. « Tu es en sécurité », dit Claire rapidement, ôtant déjà sa veste pour l'enrouler autour de la fille. « On t'a. » Jacques se bat comme un animal acculé, les dents serrées, les poings frappant là où ils atterrissent. Pierre encaisse un coup aux côtes,
le transforme en levier et tord le bras de Jacques derrière son dos. Les menottes claquent, un son qui semble ponctuer 2 ans de recherche. C'est fini, dit Pierre, la voix basse, l'haleine fumant dans l'air froid. Jacques ne sourit qu'à peine, mais assez pour faire frissonner Pierre. Sophie tremble si fort que Claire doit la stabiliser sur le chemin du retour vers la crête. Sa voix n'est qu'un murmure. « Est-ce que ma sœur est là ?» demande-t-elle. Élise attend au bord de la clairière, ses cheveux plaqués sur le visage par la pluie. Quand Sophie la voit, elle s'arrête. Pendant un battement de cœur, aucune ne parle. Puis les jambes de Sophie cèdent, et Élise la rattrape. Elle s'effondre à genoux dans la boue, s'accrochant l'une à l'autre comme si elle ne se lâcherait jamais. Les urgentistes interviennent, vérifiant les signes vitaux de Sophie, lui demandant son nom, son âge, quand elle a mangé pour la dernière fois. Elle répond par bribes, jetant des regards vers Élise comme si elle craignait qu'elle disparaisse. Quand Pierre s'accroupit à côté d'elle, les yeux de Sophie se tournent vers lui. « Les autres vont bien ?» demande-t-elle. Il n'a pas la réponse qu'elle veut. « On va les trouver » dit-il. « Mais tu es en sécurité maintenant. C'est ce qui compte aujourd'hui. » Jacques est chargé à l'arrière d'une Renault Mégane de la gendarmerie. Il baisse la tête, son expression indéchiffrable. Marie Fournier, informée de sa capture, ne pleure pas. Elle ne pose qu'une question. « Les avez-vous toutes trouvées ?» Quand la réponse arrive, pas encore, elle ferme les yeux et hoche la tête, comme si elle s'y attendait. À la tombée de la nuit, la route des Crêtes est à nouveau déserte. La cabane est scellée comme scène de crime. Les pièges catalogués, les preuves emballées et étiquetées. Élise monte avec Sophie à l'arrière du fourgon médical. Le chauffage souffle de l'air chaud, mais Sophie frissonne encore sous les couvertures. Élise garde sa main autour de celle de sa sœur, son pouce caressant les jointures. Elle voudrait combler le silence avec 100 questions, mais elle s'abstient. Il y aura du temps pour cela plus tard. Ou peut-être pas. Pour l'instant, elle veut juste que Sophie sente le poids de sa main, la preuve qu'elle est là, qu'elle est réelle. Les jours suivants sont un tourbillon d'interrogatoires, d'examens médicaux et de caméras de télévision campées devant la gendarmerie de Saint-Dié. Camille Lefebvre et Sophie se retrouvent brièvement, s'accrochant l'une à l'autre avec une compréhension que seules elles peuvent partager. Jacques Fournier est inculpé de multiples chefs d'accusation, enlèvement, séquestration et agression aggravée. Il refuse de révéler où se trouvent les 2 autres filles. Des équipes de recherche passent au peigne fin les collines et les structures abandonnées dans un rayon de 30 km. Des pistes arrivent, la plupart sans issue, mais personne n'arrête de chercher. La 3e nuit après le sauvetage, Élise est assise dans la chambre d'hôpital de Sophie. Les machines sont silencieuses maintenant, seul le rythme régulier de la respiration de Sophie emplit la pièce. Un gobelet en carton d'eau reste intact sur la table. À côté, soigneusement plié, le même pull rose qu'ils ont trouvé dans la cabane. Sophie a demandé à le garder près d'elle. Élise tend la main, repoussant une mèche de cheveux du front de sa sœur. « Tu es à la maison maintenant » murmure-t-elle. Les yeux de Sophie s'ouvrent lentement. Elle regarde Élise un long moment avant de dire « pas complètement ». Les mots s'enfoncent profondément, le poids de ce qui manque encore remplissant l'espace entre elles. 2 filles sont encore là dehors, et quelque part, l'homme qui les a gardées cachées pendant si longtemps tient encore leur silence comme une arme. Dans les années à venir, les gens se souviendront de ce jour d'été 2014 où 4 filles du camp ont disparu dans la forêt des Vosges. Ils se souviendront des 2 années de questions sans réponse, et de l'appel d'une femme qui a finalement décidé qu'elle ne pouvait plus vivre avec la vérité qu'elle cachait. Pour Élise, le souvenir est plus simple, la boue froide de la route des Crêtes, la voix de Sophie après 2 ans à ne l'imaginer qu'en rêve, et la certitude inébranlable que tant que toutes ces filles ne seront pas rentrées, l'histoire ne sera pas finie. Car parfois, dans des affaires comme celle-ci, être en sécurité n'est que la première étape.